Bon, le plan, une courte introduction. L'arme nucléaire comme arme de dissuasion, ensuite l'arme nucléaire comme arme de guerre, ensuite la dissuasion disparue, et enfin le rôle crucial des armements nucléaires tactiques. Bon, mon introduction, c'est de dire que cette conférence a deux objectifs. Premièrement, examiner si les analyses présentées par H.V. Clausewitz peuvent être étendues à ce qui est plus que jamais le point oméga de la violence humaine, à savoir une troisième guerre mondiale qui serait une guerre nucléaire qui mettrait un terme sinon à l'espèce humaine et même à toute vie sur Terre, en tout cas à notre civilisation. Deuxième objectif, apprécier les chances que la guerre que Poutine mène à l'Ukraine débouche sur cette catastrophe absolue. Et si je réussis mon coup, ces deux questions n'apparaîtront que comme une seule question. H.V. Clausewitz, hein, si on peut jouer sur ce mot, et apprécier alors la possibilité que la guerre actuelle mène à une guerre nucléaire. Alors, je ne vais pas passer trop de temps à dire tout le bien que je pense du livre, je dirais Chantre et Girard, hein, je n'ai pas utilisé vos prénoms. Ce que je pense du livre, qui est vraiment une lecture révolutionnaire, alors d'abord du traité sur la guerre du général prussien Clausewitz, à la lumière de la théorie mimétique, et qui est beaucoup plus que cela. Je crois qu'il y a un point de basculement dans l'œuvre de René, grâce à toi. Évidemment, tout ceci à l'orée de sa mort. Donc, ça, c'est très émouvant. Vous retenez et approfondissez deux concepts principaux. La montée aux extrêmes et la primauté de la défense sur l'attaque. Montée aux extrêmes. Le concept, comme dit Clausewitz, concept de tout conflit humain est de mener à l'anéantissement mutuel. Voilà. Même les petits conflits, même les conflits entre Benoît et moi, bon, ça peut mener à cela. Heureusement, il y a ce que Clausewitz, ce qui est des guerres en tout cas, le brouillard de la guerre, et l'énorme majorité des conflits armés ne débouchent pas sur cet extrême. Et vous démontrez que la mimésis explique tant l'accélération du processus, auto-renforçant en quelque sorte, que son freinage, son report, son différent, le mot n'existe pas en français malheureusement, son différement. C'est ce qui est différemment. Bon. Deuxième concept, la primauté de la défense sur l'attaque. Ça, c'est étonnant quand on découvre cela la première fois. Cette thèse, qui, dans Clausewitz, est beaucoup plus problématique. Elle débouche sur des formules du genre, je cite, le conquérant veut la paix, le défenseur veut la guerre. Appliquons ça à ce qui se passe actuellement. Poutine veut la paix et Zelensky veut la guerre. Bon, là, on est choqué quand même. Mais cette idée paradoxale peut choquer, certes, car on a envie de dire celui qui se défend est une victime et la victime de l'attaque. Mais cependant, on peut la soutenir, tant au point de vue de la justification qu'au point de vue de la violence. Au point de vue de la justification, la défense est ce qui donne aux forces armées leur légitimité contre le pacifisme et le bellicisme. Le ministère qu'on voit au Boulevard Saint-Germain s'appelait autrefois ministère de la guerre, puis s'est appelé ministère des armées, et ensuite ministère de la défense. L'équivalent américain s'appelle Secretary of Defense, etc., etc. C'est vraiment la défense qui donne la légitimité. Du point de vue de la violence, du point de vue mimétique, c'est toujours l'autre qui a commencé. On ne fait jamais que répondre à une attaque réelle ou présumée. À l'entendre, Poutine, il y a un an, n'a fait que contrer une menace venant d'Ukraine et au-delà de l'Occident. Nous nous demanderons un peu plus tard dans quelle mesure on ne peut pas dire la même chose de Zelensky. Quand j'ai lu pour la première fois la première partie d'H.V. Clausewitz, j'ai ressenti une gêne. Quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas. Et je peux vous dire ce qu'il en est. Les auteurs
confondent la défense et la contre-attaque. Ils vont jusqu'à affirmer que la contre-attaque, je cite, est un moyen de la défense. Bref, je cite que le concept de défense comprend celui d'attaque. Bon, quand même, écoute, nous sommes dans le pays qui a gagné 2 fois de suite la Coupe du Monde de football. Bon, la seconde, certes, il y avait l'Argentine, mais enfin, elle ne compte pas. Et pensant à Grisou, à Giroud, à Mbappé, ce sont des champions de la contre-attaque, de l'attaque et de la contre-attaque. On ne va pas dire qu'ils sont des défenseurs. Là, il y a une confusion énorme. Et les exemples que vous prenez, enfin, plutôt que René prend, répondons à des questions, vont tous dans ce sens. Par exemple, je cite 51-52, c'est parce qu'il dit répondre entre guillemets aux humiliations du traité de Versailles et à l'occupation de la Rhénanie qu'Hitler a pu mobiliser tout un peuple. C'est parce qu'il répond entre guillemets aux États-Unis que Ben Laden organise le 11 septembre et ses suites. Bon, ça c'est des contre-attaques, c'est des réponses. Mais ce n'est pas de la défense. La défense, c'est d'empêcher l'autre de vous attaquer. Dans le cas d'une guerre conventionnelle, cette confusion, si on avait le temps, on peut la défendre. Ah, c'est cool. Elle est fatale dans la perspective d'une guerre nucléaire. Les gens, ils vont te reconnaître. Ah, si je reconnais. Bon. Donc, je répète, parce que ce point est absolument essentiel. On peut en défendre, je ne vais pas prendre du temps pour faire ça, dans le cas d'une guerre dite conventionnelle. Conventionnelle, ça veut dire non nucléaire, hein, dans le domaine militaire. Bon, c'est une erreur sur l'étymologie, mais peu importe. Dans le cas de la guerre nucléaire, c'est une faute. En effet, on va le voir, la guerre nucléaire enfonce un coin entre la défense et la contre-attaque. Car la dissuasion est une menace de contre-attaque. Ce n'est pas une menace d'attaque, c'est une menace de réponse, contre-attaque, et elle implique de renoncer à la défense. Bon, alors là il y a un point d'écart fondamental. L'autre nouveauté radicale qu'introduit la perspective de la guerre nucléaire concerne la montée aux extrêmes. Dans le cas d'une guerre conventionnelle, Girard et Chantre distinguent, comme Clausewitz, une ambivalence entre la dynamique auto-renforçante qui mène à l'annihilation mutuelle, et de l'autre côté, les obstacles, le brouillard de la guerre qui se mettent au travers. Bon, dans la guerre nucléaire, et je vais pas donner une démonstration, mais je vais prendre dans un instant une illustration de cela, tous ces mêmes obstacles qui freinent la montée aux extrêmes, dans le cas de la guerre nucléaire, accélère la montée aux extrêmes. Ce point est aussi essentiel. Là, voilà, voici le point essentiel que je vais illustrer par la suite de mon exposé. La dissuasion nucléaire. L'arme nucléaire est par conception une arme de non-emploi. Sa puissance démesurée qui exclut que quiconque puisse un jour songer à la faire exploser au-dessus d'une population civile. À quoi donc sert-elle, ainsi que le demandait le président Trump lorsqu'il reçut le code nucléaire? Mais enfin, on a toutes ces armes, là, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Bon, la dissuasion, je veux dire, l'arme nucléaire n'a qu'un but, dissuader les autres puissances d'utiliser leur arme nucléaire et accessoirement, bon, je ne sais pas, l'Iran par exemple, dissuader des États ou des groupes terroristes qui n'auraient pas l'arme encore de l'acquérir. C'est donc une arme de dissuasion. Il ne s'agit certainement pas d'une arme de conquête, au moyen de laquelle on pourrait prendre le dessus sur un adversaire en lui dérobant un objet qu'il possède et qu'on désire posséder dans une perspective d'attaque, ni dans une perspective de défense d'une arme par laquelle on empêcherait un ennemi de s'emparer d'un objet que l'on possède et que l'autre veut posséder. Par objet, ici, j'entends un territoire, l'Afghanistan, l'Ukraine, une zone d'influence, la Syrie, le prestige lié à l'importance de son arsenal, Non, il n'y a plus d'objet, ni le désir d'objet. La violence a atteint son acmé, là où elle n'a plus affaire qu'à elle-même. Mais c'est cela la bonne nouvelle. La simple existence de l'arme nucléaire est ce qui en fait un instrument de dissuasion. Il suffit qu'elle existe. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. La guerre nucléaire n'aura pas lieu parce qu'elle est impossible.
La preuve, depuis le 9 août 1945, date de la destruction de Nagasaki, elle n'a pas eu lieu. Le prix Nobel d'économie Thomas Schelling, dont les écrits sur la théorie formelle des jeux ont un important impact sur les doctrines nucléaires, a commencé le discours qu'il tint à Stockholm le 8 décembre 2005 pour la réception de son prix par les mots suivants. L'événement le plus spectaculaire de ce dernier demi-siècle est un événement qui n'a pas eu lieu. Nous avons bénéficié de 60 années qui se sont déroulées sans que des bombes atomiques explosent sous le coup de la rage. Fin de citation. Nous sommes plus de 17 ans après et ce constat est toujours d'actualité. Tout ce que je viens de vous dire, là, les 5 dernières minutes, c'est, comme on dit au Canada, du caca de taureau. En anglais, ça s'appelle bullshit. Ne croyez pas un mot de ce que je viens de dire. Mais c'est la manière dont, partout, on présente la dissuasion nucléaire. C'est une entourloupette. C'est une erreur. C'est ce que répètent à l'envi les experts français, lesquels d'ailleurs, je dois dire, travaillent pour la plupart, directement ou indirectement, pour la force de frappe française, au sujet de la guerre qui se déroule actuellement sur le champ de bataille qui est devenu l'Ukraine, mais qui est en vérité une guerre larvée, bien sûr, entre la Russie et l'OTAN, ou si vous préférez, entre la Russie de Poutine et les États-Unis d'Amérique. La dissuasion marche bien, comme dans le passé, nous disent-ils, et il est très peu probable, voire impossible, qu'elle débouche sur une guerre nucléaire. Bon, je ne veux pas faire cette discussion d'une affaire personnelle, mais là, je ne peux pas citer un nom parce qu'il est dans tous les médias et ça commence vraiment à m'énerver. Je pense à Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, qui n'arrête pas de répéter cela. Il est chaque fois invité, les radios, les télévisions, et il répète, il n'y a aucun problème, la guerre nucléaire est impossible. Bon, je vais défendre la thèse contraire. Ce discours, je pense, est irresponsable. Il est dangereux au point d'en être inacceptable. Une guerre nucléaire en Europe est peu probable, certes, peu probable, mais elle est possible. Et ma thèse, enfin, c'est plutôt mon parti pris philosophique, c'est de dire que lorsque les enjeux sont énormes, et ici ils sont énormes puisqu'il s'agit de la survie de notre civilisation, il convient de tenir le possible pour une éventualité qui est destinée à devenir réelle, et cela afin de se donner une chance de l'en empêcher. Prendre le possible pour une réalité. C'est ça que j'ai appelé le catastrophisme éclairé, mais le catastrophisme éclairé, mais j'utilise plus cette expression, elle a été trop mal comprise. Bon, l'arme nucléaire au service de la guerre, non pas de la dissuasion. Une guerre conventionnelle met en jeu 2 termes, la défense et l'attaque. Avec l'arme atomique, on a affaire à 3 termes, la défense, l'attaque et la dissuasion. 3 termes. L'attaque se nomme préemption, et je vais expliquer pourquoi. Mais au début, est la dissuasion. Car avant d'être une doctrine ou une politique, c'est un état de fait. Quel est cet état de fait? 2 puissances nucléaires, on peut penser à la guerre froide. Si vous voulez, les chiffres sont en gros les suivants. Aujourd'hui même, États-Unis d'un côté, Russie de l'autre, 6 000, 7 000 ogives nucléaires. 3e pays, pendant longtemps, c'était la France, avec 300 têtes. La Chine vient de dépasser la France, avec 400, 420. Ensuite vient le Royaume-Uni, 280 par là. Ensuite, l'Inde et le Pakistan, 170 chacun. Ensuite, Israël, qui en principe en a 0. C'est la doctrine officielle, mais qui en fait on doit en avoir à peu près 80. Et ensuite, la Corée du Nord, qui en a 20, 30, on ne sait pas exactement, bien sûr. Bon, donc, 6 000 ou 7 000, 6 000, 7 000, 300 après. Bon. Vous voyez qu'il n'y a que 2 superpuissances nucléaires. Il n'y a pas, alors on peut parler de la Chine, on a peur, les États-Unis ont peur de la Chine énormément, mais enfin, voilà, 6 000, 6 000, 300.
Regarde ça. Donc, la dissuasion, c'est au départ un état de fait. Deux puissances nucléaires se font face et chacune a la capacité de détruire l'autre, mais elle ne pourra pas le faire du premier coup, car la puissance attaquée conserve une capacité de seconde frappe. Et c'est sur cette capacité que repose la dissuasion active, puisque la dissuasion active, c'est précisément de menacer l'autre de représailles. Et la doctrine française ajoute même de représailles incommensurables par rapport à l'enjeu. C'est dire qu'on est complètement en dehors de la doctrine de la guerre juste. Bon, enfin, j'insiste pas là-dessus. Donc, la dissuasion active prend la forme d'une menace, celle de recourir à des représailles incommensurables si l'ennemi franchit une certaine ligne, rouge, on dit, que l'on n'explicite pas. Donc, l'ennemi ne sait pas où est la ligne. Nous ne savons pas où est la ligne pour Poutine, tel qu'il mettrait en jeu son armement nucléaire. Bon. Par ailleurs, sous sa forme pure, la dissuasion, c'est là-dessus que j'insiste, bien sûr, implique de renoncer à ce qui donne leur légitimité aux forces armées, comme je le disais, la défense. La dissuasion implique de renoncer à la défense. Ce point est absolument essentiel. À quoi peut ressembler la défense dans une guerre nucléaire? Eh bien, on sait très bien cela. On met en place un bouclier fait de missiles qui sont censés arrêter les missiles ennemis avant qu'ils atteignent leur but. Les deux types de missiles étant armés d'ogives nucléaires. Bon. Les techniques qui permettraient de réaliser cet exploit ne sont toujours pas au point et on peut affirmer d'ailleurs qu'elles ne le seront jamais. Dans le domaine nucléaire, en effet, le succès à 100% est exigé. Car le premier missile qui passerait au travers du bouclier serait le missile de trop. Car il déclencherait la montée aux extrêmes et l'annihilation des deux ou des N puissances. Bon, et dans le domaine industriel, un succès à 100%, ça n'existe pas. Mais pourquoi ce renoncement à la défense? C'est quand même bizarre, et c'est essentiel. Car c'est en montrant à l'adversaire qu'on ne fait rien pour arrêter les missiles qu'il vous envoie, qu'on peut le convaincre qu'on ne l'attaquera pas en premier. Pourquoi? Car si on l'attaquait en premier, ben, il a une capacité de seconde frappe, il vous attaquerait, et comme vous ne vous défendez pas, ben, vous lui offrez en holocauste votre population, en quelque sorte. Ce point est essentiel. Et il a donné lieu à un traité signé en 1972 par Richard Nixon et Leonid Brezhnev, appelé le traité ABM pour Anti-Ballistic Missile, missile anti-balistique. Hein. Renonce à la défense. Comprenez pourquoi? Car c'est ainsi qu'on donne à l'autre l'assurance qu'on ne va pas l'attaquer, car si on l'attaquait, l'autre contre-attaquerait, et puisqu'on ne se défend pas, ben, il vous irez entièrement, bien évidemment. Faisons un saut en avant dans le temps et plaçons-nous début février 2022. Donc, juste un peu plus d'un an. Donc, avant même que les troupes russes entrent en Ukraine le 24. Vladimir Poutine n'a cessé de mettre en garde l'OTAN et les États-Unis contre le risque d'une escalade qui déboucherait sur un conflit nucléaire. D'après mes recherches, la première fois qu'il a prononcé ce mot, c'est lorsqu'il a reçu début février. Lorsqu'il a reçu début février. C'est marqué? C'était quoi? Ah, j'ai oublié ça. Je voudrais effacer ça. Bon, lorsqu'il a reçu... C'est ça aussi. Je demande à ceux qui nous écoutent par Zoom de couper leur micro. Je demande à ceux qui nous écoutent par Zoom de couper leur micro. Est-ce clair? Merci. Bravo. C'est une frappe préemptive? Oui, oui. Non. Oui, attends, c'est bon. OK, on ne va pas dire. Oui, la première fois que Poutine a évoqué la possibilité que
qu'il y ait une guerre nucléaire entre lui et l'OTAN, c'est lorsqu'il a reçu Macron tout début février. Hein, donc 20 jours avant qu'il attaque vraiment la Russie. Mais peu importe. Alors, on s'est lassé en France de ce que l'on a pris pour une menace voilée, mais si peu crédible qu'on ne l'a pas prise au sérieux. Du coup, on n'a pas prêté attention à une déclaration du chef du Kremlin faite devant la presse le 9 décembre 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça, 3 mois, annonçant un possible changement de doctrine nucléaire russe. Jusqu'alors, la doctrine russe officielle était que la Russie ne recourrait à l'arme nucléaire que soit si elle était la cible d'une attaque nucléaire, ou alors si la survie de la nation était en danger. Mais ce jour-là, le 9 décembre 2022, Poutine fit mine de découvrir, bien sûr qu'il le savait, que l'éventail stratégique américain comportait un volet nommé préemption et que la Russie ferait bien de s'en inspirer à son tour. Qu'est-ce que la préemption? Donc, j'ai parlé de la dissuasion, j'ai parlé de la défense, voici la préemption, l'attaque. Mais ce n'est pas une attaque quelconque. Alors, juste un mot de vocabulaire, mais là, je crois que ce sont des batailles perdues d'avance. Je me bats contre le fait qu'on appelle ces choses préemption. C'est passé dans le vocabulaire français, et même pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'arme atomique. Préemption, en principe, d'après le latin, l'achat, c'est acheter avant l'autre. L'État achète un terrain avant un acteur privé, parce que pour l'intérêt public. Mais préemption en français, préempter, on est venu à vouloir dire agir avant l'autre, sans rapport avec l'achat. Bon. Je referme cette parenthèse. Pour apprécier la singularité de l'attaque dans le domaine nucléaire, nommée préemption, il est bon d'en revenir à la logique de la dissuasion que je viens d'exposer. Cette logique comporte 2 phases. D'abord, la menace de recourir à des représailles qui déclencheront la montée aux extrêmes si la puissance ennemie franchit une certaine ligne. Ensuite, deuxième phase, si la dissuasion a échoué, la décision de mettre cette menace à exécution. La France omet de considérer cette éventualité au motif que la dissuasion saurait échouer. C'est quand même assez fort de café. La dissuasion ne peut pas faillir, et donc il n'y a pas à considérer le cas où elle ne marchait pas. C'est inimaginable. Et c'est pourtant en ce point que se trouve la pierre d'achoppement de la dissuasion nucléaire, à savoir le caractère non crédible de la menace de représailles qui la soutient. Pensez au cas suivant. La dissuasion échoue. La puissance attaquée va-t-elle prendre le risque de déclencher, comme promis, comme annoncé, une escalade menant à terme à la destruction mutuelle, donc en particulier suicidaire? C'est-à-dire, on annonce qu'on va, si on est attaqué par des armes nucléaires de l'autre, qu'on va faire des représailles du même type, mais ça va lancer, c'est ça qu'on appelle mutually assured destruction, ça va lancer une montée aux extrêmes qui va mener à l'annihilation mutuelle, donc à son propre suicide. Bon, il est rationnel de s'écraser. Je connais un seul chef d'État qui a dit, une fois qu'il n'était plus aux affaires, que jamais il n'aurait appuyé sur le bouton. Il s'appelait Giscard d'Estaing. L'état-major militaire français ne lui a jamais pardonné, bien évidemment, car il réduisait ainsi la crédibilité, comme on dit, de la force de frappe à 0. Vous trouvez ça dans ses mémoires qui s'appellent Le pouvoir et la vie, dans le tome 1, publié en 1988. Bon. Alors, je pose la question, faut-il être fou ou le prétendre pour être crédible? De la réponse à cette question dépend la solidité de l'édifice dissuasif. Mais revenons à la préemption. La préemption ne s'embarrasse pas de cet écueil. Elle fait comme si la première phase était assurée, l'ennemi a franchi la ligne,
ou bien s'il ne l'a pas fait, il s'apprêtait à le faire. La seconde phase, attaquer, est donc justifiée. Ce qui est en vérité une première attaque se présente comme des représailles. J'ai proposé l'expression, ce sont des représailles anticipées. Hein? Avant même qu'on vous attaque, l'attaque de l'autre paraît si imminente, si quasiment présente, que vous réagissez avant même qu'elle ait eu lieu. D'ailleurs, le nickname, comment dit-on, le petit nom de la préemption en anglais militaire, c'est striking second first. Être le premier à frapper en second. Être le premier à frapper en second. Ça, il faut le faire quand même. Et quelles que soient les doctrines nucléaires affichées, on peut soutenir que tant les chefs d'État soviétiques, puis russes, qu'américains n'ont jamais exclu de leur répertoire d'action la décision de frapper en premier. Les États-Unis et la Russie ont eu et continuent d'avoir une attitude ambivalente par rapport à un élément de doctrine nucléaire qui a reçu le nom alambiqué et trompeur, je vais le montrer, d'escalade en vue d'une désescalade. Certaines, on lit ça de temps en temps dans la presse. Une escalade en vue d'une désescalade. En anglais, escalate to de-escalate. Et leurs hésitations et leur flou à cet égard illustrent le dilemme entre dissuasion et préemption auquel les deux superpuissances nucléaires sont confrontées l'une et l'autre. Rentrent dans ce cadre-là des tas de choses, par exemple la doctrine de la riposte graduée préconisée par Robert McNamara, qui fut le secrétaire à la défense de Kennedy, puis lorsqu'il fut assassiné, puis de Johnson. Le concept de guerre nucléaire limitée, le concept de maîtrise de l'escalade, escalation control en anglais, ce sont autant de variations sur la même idée. Alors, quelle est cette idée? La manière la plus simple de la présenter est de la comparer à la logique de la vente aux enchères. Qu'est-ce que c'est une vente aux enchères? Vous faites monter les prix jusqu'au moment où les autres ne peuvent plus suivre. À ce moment-là, vous empochez ce que vous désirez. Bon, ici, dans le domaine militaire, vous augmenterez progressivement l'intensité des combats avec des forces non nucléaires, des forces conventionnelles, jusqu'au moment où le passage à l'étape d'une frappe nucléaire apparaît comme inévitable pour mettre fin au conflit tout en le gagnant. Car c'est ça la désescalade, c'est de gagner le conflit et donc du coup ça s'arrête, bien évidemment. L'expression avouée est quand même un peu tordue. Appelez ça. Je vais vous citer ici un stratège russe, qu'Alexei connaît peut-être, pas moi, Alexei, qui s'appelle lui-même Alexei Arbatov. Voici la citation. Nos armes conventionnelles de précision devraient pouvoir infliger des pertes suffisantes dans les forces et les bases de l'OTAN pour conduire celle-ci soit à mettre fin à son agression, soit à la hausser à un niveau maximal de guerre conventionnelle, incluant une offensive avec des forces terrestres. Cela justifierait en retour le recours par la Russie à une première frappe nucléaire par des armements tactiques. Voilà. Vous montez, nous attaquons quoi? Par exemple, la Crimée. L'Ouest attaque la Crimée. Et alors là, la Russie est justifiée à utiliser ces armes nucléaires et les tactiques, je vais en parler à la fin de mon exposé. Et c'est ça la désescalade, hein, c'est la fin du... Bon, et vous voyez qu'on est très loin de la dissuasion. Alors justement, mon point suivant et l'avant-dernier, c'est la dissuasion mise hors circuit, la dissuasion disparue. À la question de savoir ce qui explique que depuis le 9 août 1945, date de Nagasaki, aucune bombe atomique n'a été lâchée sur des populations civiles, la réponse immédiate de la plupart des gens est de dire, et en particulier les spécialistes, cela prouve que la dissuasion a marché. Bon, c'est un sophisme qu'on appelle en latin post hoc ergo propter hoc. Hein, B suit A, donc A est la cause de B. Bon. L'ancien secrétaire à la défense des présidents Kennedy et Johnson, que je viens de citer, Robert McNamara, évacuait la question d'un « we lucked out ». Traduction approximative, nous avons eu du bol.
Hein? C'est la chance, juste la chance qui a fait que nous n'avons pas eu de guerre nucléaire. Des dizaines de fois durant la guerre froide et depuis, nous sommes passés à un cheveu. En anglais, on parle de near miss du déclenchement de l'ordre. Fin de citation. Il y a une manière plus radicale de décharger la dissuasion de toute responsabilité dans l'absence de guerre nucléaire durant ces quelques 80 ans, c'est de montrer qu'elle n'a que très rarement été mise en application, tout simplement. Il n'y a pas eu de dissuasion. C'est pas simple. Il n'y a pas eu de défense non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Si vous comptez bien, l'appréhension. Je n'arrive pas encore à cette conclusion. Alors, pour vous montrer ceci, il y a des défaut de démonstration que vous trouvez dans mon livre, mais oui, donc je permets-moi de faire un tout petit peu de publicité. Je vais vous raconter une histoire qui est un des épisodes que l'on raconte à propos de la guerre froide, et ça s'est produit les derniers jours de la crise des missiles de Cuba en octobre, donc 1962. Octobre 1962. Je ne vais pas dire vous vous souvenez peut-être parce que beaucoup d'entre vous ne sont pas assez âgés pour être témoins. Vous avez entendu parler de la crise des missiles de Cuba. D'ailleurs, à propos de la crise en Ukraine, la première comparaison qui est venue à l'esprit des commentateurs, c'est de la rapprocher de ce qui s'est passé pendant 14 jours en octobre 1962. Beaucoup d'événements de ce genre, d'ailleurs, ont fait l'objet de films. Celui que je vais vous raconter a aussi fait l'objet d'un film, mais le lien n'est pas évident. Donc, je vous demanderai peut-être de deviner ce qu'est le film aussi. Le samedi 27 octobre 1962, un sous-marin soviétique qui croisait dans la mer des Sargasses, donc au nord-est de Cuba, pas très loin de Cuba, fut repéré et encerclé par le porte-avions américain USS Randolph, accompagné de quelques destroyers. Le sous-marin était commandé par le lieutenant de vaisseau Savitsky, flanqué d'un officier politique, comme ça se faisait à l'époque. Tout officier dans l'armée était flanqué d'un officier qui représentait le Parti communiste, bien évidemment. Les navires américains avaient commencé à envoyer le signal convenu avec l'état-major soviétique pour intimer l'ordre aux sous-marins ennemis de remonter à la surface. Simplement, Savitsky n'avait pas été informé de cette convention. Le signal consistait à faire exploser près de la coque du sous-marin des grenades sous-marines. Savitsky, qui ne connaissait pas cette convention, crut qu'il était véritablement attaqué par les Américains. Une première fausse alerte ou erreur de communication dans cette histoire qui allait en comporter plusieurs et de plus en plus tragiques. Les circonstances étaient à bord du sous-marin proprement infernales. La température avait atteint les 50 à 60 degrés Celsius et les hommes tombaient les uns après les autres. Pour comble de malheur, les communications avec l'état-major à Moscou étaient coupées. Mettez-vous à la place de Savitsky. Savitsky ne savait même pas si la guerre avait commencé ou non. Épuisé, à bout de nerfs, il était sur le point de donner l'ordre de lancer quelques torpilles sur lesquelles étaient montées des ogives nucléaires. Oui, les sous-marins soviétiques qui croisaient au large de Cuba étaient dotés de bombes atomiques. Mais cela, les Américains ne le savaient pas. Ils l'apprirent 40 ans plus tard. Savitsky, reprenant ses esprits, se souvint qu'il lui fallait l'accord de son officier politique pour prendre une décision aussi fatale, et l'officier politique acquiesça. C'est les conditions qu'il fallait pour déclencher l'attaque atomique. Le hasard ou la providence voulut que ce jour-là se trouvait à bord du sous-marin le capitaine Vassili Alexandrovitch Arkhipov. Retenez bien ce nom, Arkhipov. C'est grâce à Arkhipov que moi, par exemple, je suis vivant ou que beaucoup d'entre vous ont pu naître. S'il n'avait pas agi comme il a agi ce jour-là, nous n'existerions pas. Arkhipov était de même grade que Savitsky. Mais quand on est à bord d'un sous-marin, il y a un seul patron à bord. Donc, il était sous les ordres de Savitsky.
Mais il se trouve qu'il était aussi le chef d'état-major de toute la flottille de sous-marins qui patrouillait autour de Cuba. Donc, il était en dessous de Savitsky à l'intérieur du sous-marin, mais au-dessus de Savitsky et de beaucoup dans le schéma plus grand. Ce qu'on appelle en logique une hiérarchie enchevêtrée. Bon. Mais ça arrive. Moi, j'ai déjà voyagé dans des avions d'Air France où il y avait le patron d'Air France ou un sous-patron d'Air France dans l'avion. Ben, il était sous les commandants du pilote. Hein. Il n'allait pas donner des ordres au pilote. Bon, c'était ça la configuration. Et Savitsky pensa quand même nécessaire de demander à Arkhipov son avis. Et Arkhipov dit, nous n'attaquerons pas, car nous n'avons pas de liaison avec Moscou, donc on ne peut pas prendre cette responsabilité. Donc l'ordre de tir ne fut pas donné, et le sous-marin remontait à la surface. Le lendemain, Khrouchtchev faisait la paix avec Kennedy. Lorsque vous entendez une telle histoire, vous vous demandez ce qui se serait passé si, c'est ce qu'on appelle l'histoire virtuelle ou l'histoire contrefactuelle, etc. Et une chaîne de propositions contrefactuelles se présente immédiatement à l'esprit. Si Arkhipov ne s'était pas trouvé dans ce sous-marin en difficulté, mais dans un autre sous-marin, il est hautement probable que Savitsky eût donné l'ordre de tir. Hein, il y avait les deux officiers supérieurs qui étaient d'accord. Le porte-avions USS Randolph et ses destroyers auraient sauté dans une explosion nucléaire terrifiante. Le commandement américain, souvenez-vous, c'était dans la mer de Sargasse, hein, donc pas immédiatement près de l'île. Le commandant américain, persuadé qu'il n'y avait pas de charge atomique dans les sous-marins soviétiques, on aurait inféré que l'attaque venait de Cuba, de l'île même. Le président Kennedy avait fait savoir dès le 22 octobre, donc 3 ou 4 jours avant, que si une telle chose se produisait, l'Amérique lancerait une attaque nucléaire totale sur l'Union soviétique. Il est facile d'imaginer la suite. Dans le monde réel, la crise fut résolue pacifiquement le lendemain. Chacun des chaînons de cette suite d'inférences se rapporte à un événement ou un état de fait contingent, comme on dit en philosophie. Il eût pu ne pas se produire ou être différent. Mais qu'est-ce qui est le plus fragile dans ce récit? Qu'est-ce qui est le plus choquant? C'est une question que je vous pose. Hein, vous avez cette histoire. Qu'est-ce que vous changeriez de telle sorte que la conclusion soit différente? Parce qu'il y a vraiment un élément qui paraît invraisemblable. Bon. Oui, il y a des jeux comme ça où on a une histoire et puis on se demande. Hein? Il y a un malentendu. Non, mais c'est trop général, trop vague, ça. Trop vague. Hein? Tout dépend de très peu de personnes. Oui, mais vous répondez pas. Ma question est vraiment très factuelle. C'est pas là, vous parlez de généralité sur l'affaire. Bon, moi, je vous dis, qu'est-ce qui un fait? Oui, madame. Le fait que Stanisky n'est pas le contexte tout de suite de remonter à Moscou. Non, il ne pouvait pas. Les liaisons étaient coupées. La liaison était coupée. Non, alors je vais vous répondre parce qu'on ne va pas passer un temps que vous finissez. La chose absolument étonnante était que les Américains ne savaient pas que les sous-marins étaient armés d'armes atomiques. Mais pourquoi c'est étonnant? Parce que l'intelligence, comme on dit en français, les renseignements américains n'étaient pas très bons. Certes, ils n'étaient pas très bons. Mais il y a une raison qui fait que c'est incroyable. Les Soviétiques, les Américains auraient dû savoir que les sous-marins soviétiques étaient armés d'armes atomiques, parce que c'est l'essence même de la dissuasion. Enfin, voyons, les Soviétiques auraient dû dire aux Américains, attention, nos sous-marins, sinon la dissuasion implique qu'on dise à l'autre les armes dont on dispose. Vous voyez? La ligne rouge n'existait pas. Hein? Vous avez dit qu'on ne dit pas quelle est la ligne rouge, pas le moyen. Non, mais attendez, non, je ne parle pas de ça.
les Soviétiques n'avaient pas dit aux Américains que leurs sous-marins... Ben, si la logique de la dissuasion était en jeu, ben, l'information... Alors, quel est le film? Alors, vous allez peut-être mieux comprendre, alors. Non. Docteur Folamour. Exactement. Dr. Strangelove. Quelle est l'intrigue de Dr. Strangelove, de Kubrick, hein? Les Soviétiques ont inventé une machine, dans le film s'appelle Doomsday Machine, la machine du jugement dernier, hein, qui répond automatiquement à une attaque nucléaire américaine, automatiquement, aucune intervention humaine. Car c'est ça l'idéal, c'est de rendre toutes ces choses automatiques, mécaniques. S'il y a une attaque, or, du côté américain, il y a un colonel fou, lubrique, alcoolique, qui a déjà lancé des B, à l'époque, ce n'est pas des B-52, ça doit être des B-12 ou quelque chose comme ça, enfin, en direction de l'Union soviétique chargée d'armes atomiques. Et il a coupé les communications, justement. Et alors, l'essentiel du film se passe dans la salle d'état-major de l'armée, enfin, avec le président des États-Unis. Peter Sellers joue 7 rôles là-dedans, dont celui de Dr. Strangelove, etc. Et le président américain demande à l'ambassadeur soviétique, mais enfin, pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévenu? Il a dit, mais on allait le faire dans 3 jours. Bon, voilà. À Stanford, on a fait un séminaire sur la base de ce film, et l'un des spécialistes présents a dit, ce film n'est pas une parodie, c'est un documentaire. Bon, ça dit tout. Dernière partie, et j'aurais terminé, mais alors là, c'est évidemment la partie qui nous ramène à ce qui se passe actuellement. Ça s'appelle le rôle crucial des armements tactiques. Bon, là, il y a un peu d'éléments techniques, mais enfin, franchement, toutes ces choses que je dis là devraient être connues de tous les citoyens du monde, enfin, et en particulier des Européens, ça à soi, car ce sont les premiers à trinquer, les Européens. Bon, s'il n'y a pas de pédagogie là-dessus, si on n'apprend pas ces choses même à l'école, c'est tout simplement, encore une fois, parce que la France, fière de son armement nucléaire qui lui permet de rester membre du Conseil permanent de sécurité à l'ONU, tellement fière qu'il n'est pas question de mettre en doute l'utilité ou la pertinence ou la justice ou la justesse de cet armement. La puissance inouïe de la bombe atomique n'est-elle pas une raison suffisante pour dissuader quelconque de même songer à l'utiliser? C'est par là que j'ai commencé. Qui pourrait avoir intérêt à déclencher l'escalade dont tous sortiraient vaincus? Bon, ces idées par lesquelles j'ai débuté ma conférence ont toujours été présentes depuis 1945 et elles conservent une puissance de conviction indéniable. De fait, on a cherché à réduire tant la puissance des armes que la portée des missiles qui les acheminent, dans l'espoir de rapprocher les dévastations produites par un conflit nucléaire de celles dont une guerre conventionnelle est capable. Avant de comprendre que c'est une erreur fondamentale et que ce sont au contraire ces armes et ces missiles que l'on dit tactiques qu'il faut bannir. Pourquoi? Car leur faible puissance toute relative incite en effet à les employer sur le champ de bataille en préemption, comme on le ferait avec un armement classique, ce qui revient à mettre le pied dans l'engrenage nucléaire, dont on peut montrer par un raisonnement a priori que vous trouverez dans mon livre, qu'il a vocation à monter aux extrêmes, c'est-à-dire à l'anéantissement mutuel. Vous comprenez bien le renversement ici. Ce sont les armements tactiques qui sont dangereux, parce qu'on ne pense pas les utiliser comme dissuasion, comme facteur de dissuasion, mais comme arme sur le champ de bataille. Et ça conduit à l'escalade pour la désescalade, comme je le disais tout à l'heure. Bon, ce sont ces armements tactiques. Tactique, ça veut dire ils sont faits pour être utilisés. Stratégique, ça veut dire ils sont faits pour ne pas être utilisés comme outil de dissuasion. Bon,
Tactique. Alors, tactique, ce n'est pas vraiment défini par la puissance ou la portée des missiles. La puissance, ça se mesure en kilotonnes de TNT, trinitrotoluène, hein, c'est un explosif de base. Hiroshima, c'était 15 kilotonnes. Les armements tactiques que la Russie a en Europe peuvent atteindre 100 kilotonnes. Bon, 100 kilotonnes, c'est-à-dire 8 fois ou 7 fois Hiroshima. Bon, ça suffira à détruire Manhattan si ça a éclaté au-dessus de New York. Donc, vous voyez, tactique, c'est pas minime, hein. Mais ils sont suffisamment faibles et en distance alors en distance, c'est 5500 km, ce qui de l'Oural nous mène au nord de l'Écosse ou au Portugal. Bon, donc faible distance entre guillemets, c'est pas les 10 000 km qui mènent aux États-Unis, et faible puissance, bon, 8 fois Hiroshima ou quelque chose comme ça. Bon. Or, voici cet armement tactique plus que jamais de retour avec la guerre en Ukraine. Bon, alors là, il faudrait faire une histoire qui nous remonterait aux euromissiles soviétiques en 1976. Les plus âgés d'entre nous se souviennent de cela. Des Pershing US en réponse en 1983. Et puis en 1985 arrive Gorbatchev et Reagan était, lui, président des États-Unis. Ils se rencontrent à Reykjavik, capitale de l'Islande, en 1986. Ils sont tout près d'aboutir à un accord de dénucléarisation totale. Et ça achoppe parce que Reagan considérait qu'il ne pouvait pas rentrer dans son pays sans avoir l'accord de Gorbatchev sur le fait qu'il renonçait à la guerre des étoiles, c'est-à-dire à la défense, justement. Bon, mais malgré tout, on considère que cette rencontre à Reykjavik a été très importante, car l'année d'après, en 1987, à Washington, Gorbatchev et Reagan signent un traité, en 1987 donc, par lequel ils renonçaient, je cite, à tous les missiles de croisière et balistiques lancés depuis le sol, ayant une portée se situant entre 500 et 5500 km. Ce traité avait pour nom trompeur INF, pour Intermediate Range Nuclear Forces, les forces nucléaires de portée intermédiaire. Alors, cette appellation est gravement trompeur car ce traité ne contraignait pas les armes elles-mêmes, mais bien les missiles qui les portent, qu'ils comportent une ogive nucléaire ou non. Eh bien, le 1er et 2 février 2019, c'est certainement passé au-dessus de la tête de la plupart des Français, mais de la plupart des Européens, je dirais. Trump d'abord, et le lendemain, Poutine, ont annoncé qu'ils allaient se désengager de ce traité. C'est une des causes les plus immédiates de la décision par Poutine d'entrer en Ukraine. Et ce n'est pas assez connu, ceci. Alors, quelques éléments, et puis je conclue. Avec la fin de la guerre froide en 1989, on a assisté à une inversion spectaculaire des rapports de force entre Washington et Moscou en ce qui concerne le partage entre armes nucléaires et armes non nucléaires, c'est-à-dire conventionnelles. Avant 1989, la supériorité de l'Union soviétique en armes conventionnelles était manifeste et les États-Unis cherchaient à compenser le retard en développant leur arsenal nucléaire. Après l'effondrement de l'URSS, le Pentagone, fier de la victoire du monde libre, entre guillemets, s'est intéressé à autre chose, par exemple à des conflits régionaux pour lesquels les armes conventionnelles se montraient évidemment plus efficaces que ne seraient des bombes atomiques. Mais dans le même temps, Poutine en Russie développait son arsenal nucléaire. Mais ce n'est pas le nucléaire en général que l'Amérique a relativement négligé, c'est surtout le nucléaire tactique dont je viens de parler. La doctrine américaine était, et sans doute est toujours, armes conventionnelles sur les champs de bataille régionaux, et si l'escalade en vue d'une désescalade l'impose,
recours à des armes nucléaires stratégiques. Alors, stratégiques, ça, les armes stratégiques sont portées par des missiles qu'on appelle ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, donc 10 000 kilomètres, et portant des bombes à hydrogène d'une puissance extrême. Bon. Ce qui fait qu'en 2022, l'Amérique n'avait plus en Europe qu'une centaine d'ogives nucléaires tactiques réparties sur 5 pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et la Turquie. La Turquie faisant partie de l'Europe au point de vue militaire. La Russie, elle, en a peut-être 20 fois plus. Donc 100 pour l'Amérique en Europe, la Russie peut-être 2000, dont une bonne partie se trouve, alors ça c'est l'ironie de l'histoire, à Kaliningrad, cette enclave coincée entre la Lituanie et la Pologne, qui s'appelait autrefois Königsberg, la patrie de Kant. Et aussi, j'ai découvert récemment des parents de Hannah Arendt. Bon, c'est quand même pas mal, oui. Alors, ce contexte étant donné, il faut bien l'avoir en tête, comment ont réagi en 2019 les deux superpuissances nucléaires à leur rejet mutuel du traité INF. Donc, traité, je rappelle, par lequel ils renonçaient à à construire et à mettre en action des missiles, qu'ils soient dotés d'ogives nucléaires ou non, dont la portée était entre 500 et 5500 km. Bon. Les États-Unis et l'OTAN ont immédiatement vu l'opportunité dont ils disposaient désormais de placer des missiles de faible et moyenne portée, mais à charge non nucléaire en Europe. Mais c'était sans compter sur la réponse russe. Celle-ci fut réitérée plusieurs fois par Poutine, et en particulier Poutine s'est adressé à Macron chaque fois dans ce domaine. Poutine demandant aux États-Unis et à l'OTAN d'imposer un moratoire sur le déploiement de tels missiles à charge nucléaire en Europe. Car Poutine ne voulait pas de tels missiles à moyenne portée à charge nucléaire en Europe. Et cette demande est restée lettre morte. Macron a trouvé ça un peu scandaleux, hein, mais on lui en a voulu à l'Ouest. Un point technique a ici une importance considérable. Il est impossible de déterminer avant qu'il atteigne sa cible si un missile balistique porte une ogive nucléaire ou non. On le sait lorsqu'il a atterri au sol et que l'ogive a éclaté. Devant cette indétermination, la Russie a choisi l'an dernier de traiter tout missile qui s'approche de son territoire comme une attaque nucléaire, le worst case scenario, le scénario le plus horrible. C'est selon sa doctrine affichée, donc un motif suffisant pour qu'elle lance ses propres missiles nucléaires avant même que les missiles ennemis touchent son sol. Ceci ne peut que faire réfléchir l'Amérique à deux fois, elle qui pensait avoir le champ libre pour déployer de nouveau ses missiles en Europe, conventionnels et nucléaires. Bon, je rappelle que tout ceci se passait juste avant que Poutine décide d'envahir l'Ukraine. Alors, je ne dis pas qu'il y a relation de cause à effet, mais enfin, ça fait réfléchir. Conclusion. Mon analyse a fait presque entièrement l'impasse sur la dimension géopolitique de la question. Je n'ai pas parlé du tout de ce que fait Trump, de la politique de Biden, de ce qui se passe à Moscou, etc. Bon, ça ne veut pas dire que je néglige la dimension géopolitique. Je veux simplement mettre en exergue qu'il y a comme une dynamique propre aux armes elles-mêmes. Je réfléchissais à toutes ces questions. J'étais en Californie, donc il y a 1 an et demi, lorsque, énième événement, un garçon de 18 ans est entré dans une école primaire et a liquidé 19-20 enfants de 10 ans. Bon. Comment est-ce que l'Amérique réagit à de tels événements? Alors, la moitié de l'Amérique répond, mais ça prouve qu'il faut que tout le monde, les professeurs, etc., soient armés, encore plus d'armes. Bon, d'autres réagissent en disant, mais il faut supprimer les armes. Mais ce qui n'est pas rien aux États-Unis, c'est le 2e amendement de la Constitution américaine. On ne peut pas porter les armes. Bon,
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Ça veut dire que le simple fait d'avoir des armes, alors, ou des pistolets, des revolvers ou des armes atomiques, diminue votre liberté. Enfin, hein. Moi, si je me baladais avec comme ça pourrait être le cas aux États-Unis d'ailleurs, avec un revolver ou, sur moi et que je conduisais ma voiture et qu'un pauvre idiot me fasse une queue de poisson, enfin, etc., mais j'aurais déjà tué certainement plusieurs personnes. Enfin, peut-être une seule parce que j'aurais été... Bon, je veux dire, le fait qu'il y ait des armes, mais le même, la simple existence de l'arme atomique conduit à des actes qui dépassent la volonté des acteurs. En quelque sorte, la violence a été, terme girardien, auto-externalisée. Et non seulement nous ne la maîtrisons pas, mais c'est elle qui nous maîtrise. L'outil n'est pas neutre, il ne fait pas le bien ou le mal selon les intentions de ceux qui le manient. Si une guerre nucléaire devait se déclencher en Europe, ce qu'aucun des acteurs en présence ne veut, le responsable en dernière instance ne serait ni Poutine, ni Zelensky, ni Biden, ni l'OTAN, mais bien l'arme atomique elle-même et sa puissance démesurée. C'est ce que sentent confusément les protagonistes du drame que en train de se jouer, comme en témoigne la prudence extrême avec laquelle ils avancent leurs pions, non sans contradiction ni une bonne dose d'hypocrisie. Ces faux semblants et ce mensonge collectif à soi-même sont sans doute nécessaires pour éviter la catastrophe. Non, l'OTAN ne fait pas la guerre à la Russie, elle n'est pas un co-belligérant, elle fournit simplement à l'Ukraine l'armement sans lequel la Russie l'aurait écrasé depuis longtemps. Bon. Ce jeu de dupes peut-il durer indéfiniment? Parce que un geste maladroit de l'un ou de l'autre peut suffire à faire basculer la fiction, car c'est une fiction, dans l'horreur de la réalité. En conclusion, je dirais ceci. L'un des nombreux effets que l'invention de la bombe atomique a produit dans l'histoire humaine est d'enfoncer un coin entre la justice et la paix. Deux valeurs morales que l'on n'imaginait pas devenir antagonistes. Si vous mettez l'emphase sur la justice, alors vous devez souhaiter la défaite écrasante de Poutine. Bon, ce qu'il fait est horrible. Mais si vous privilégiez la paix, votre choix doit être différent et vous devez considérer que, je m'avance sur des œufs là, que Zelensky peut-être n'est pas moins un danger pour le monde que ne l'est Poutine. Merci. Voilà. Merci Jean-Pierre pour cet exposé très remarquable, très clair et en même temps vertigineux. Enfin. Il ne s'agit pas de défendre... Une analyse. Une analyse. Oui, une analyse, certes, mais si vous pouviez couper le micro, l'analyse serait encore meilleure pour nous autres. Avez-vous entendu le message? Tu repérais l'émetteur du missile. C'est beaucoup de monde. Pouvez-vous, s'il vous plaît, éteindre vos micros, vous qui nous écoutez par... Madame Christini sera crucifiée. Alors, ça y est. Neutralisé. Nous avons neutralisé l'adversaire. Que disais-je? Oui, non, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cet exposé qui ne fait, je trouvais au départ de dénoncer une incohérence logique que confirmer en lui donnant une assise historique, l'hypothèse girardienne d'une montée aux extrêmes qui est en cours. Ce qui est effrayant à t'entendre, c'est que, parlant grosso modo de cette époque heureuse de 62 à 82, grosso modo de la dissuasion, qui marche pour des raisons hasardeuses ou pour des raisons nécessaires, peu importe, mais cette ère bénie de la dissuasion qui faisait écrire dans ce contexte-là à Raymond Aron que le politique contiendra toujours le fait guerrier, a laissé place à ce que nous avions sous les yeux et ce que Girard essayait de comprendre après le 11 septembre, c'est-à-dire le phénomène de la guerre terroriste. Ce phénomène du terrorisme qui était notre seul objectif, en quelque sorte. Il s'agissait de comprendre ce qui était en train de se passer avec ce qu'on appelle, à juste titre, des guerres de ressentiment. Et pour les comprendre, il faut recourir à des
je dirais, des lieux communs de la stratégie, depuis Sun Tzu jusqu'à Clausewitz, c'est qu'effectivement, le défenseur est plus fort, puisqu'il laisse l'adversaire lui apporter la victoire, descendre dans la cuvette, il est maître de la contre-attaque, c'est-à-dire qu'il peut frapper dans le centre de gravité de l'adversaire et effectivement le détruire. Là, la topique est claire, est ancienne, et cette logique-là s'exacerbe et monte aux extrêmes dans la logique terroriste, qui est grosso modo celle qui commence avec les guérillas espagnoles, lorsque l'armée napoléonienne, l'armée régulière, se fait humilier par une armée irrégulière. Ce phénomène-là, il est ce qui monte aux extrêmes, il est, pour des raisons que la théorie mimétique expliquerait très bien, est imprévisible, où les choses deviennent effrayantes à t'entendre, c'est que nous revenons à la situation initiale, c'est-à-dire à celle d'une dissuasion de 62 entre l'Amérique et la Russie, qui détiennent à elles seules la majorité des armes nucléaires, renforcées, et c'est peut-être là où je répondrai, non pas pour défendre le livre, mais pour le continuer à travers ta réflexion, renforcée par cette période que nous avons connue entre-temps, qui est la montée en puissance des guerres dites de renseignement. Et à ce moment-là, les frappes préemptives redoutables avancées par Poutine fonctionnent toujours dans une logique où la défense est supérieure, puisque tu prétends que l'adversaire va t'attaquer, donc ça te donne une puissance renforcée pour justifier le fait que tu attaques le premier. Donc tout se passe comme si il était pour des raisons hasardeuses ou nécessaires un fonctionnement qui marchait de la dissuasion avant, pendant et après la crise de Cuba, devenait, maintenant que cette logique de dissuasion revient en force, quelque chose d'infiniment plus dangereux, parce qu'effectivement, l'accident, la part de hasard, l'emporte sur la nécessité. Oui, mais je résiste à un point que tu viens d'évoquer en passant. La préemption est une attaque que l'on justifie en disant c'est l'autre qui a commencé, d'accord. C'est le principe d'une guerre de ressentiment. Bon, peut-être, mais ça n'est pas la défense. Au sens de la ligne Maginot, non, je te l'accorde. Non, mais oui, mais vraiment, relis la première partie. C'est une défense qui devient attaque, puisque précisément les adversaires sont oui, oui, mais justement, mais la dissuasion, c'est qu'elle renonce à la défense. Il y a trois termes. Hein. Préemption, défense, dissuasion. La dissuasion implique le renoncement à la défense. La préemption, c'est la deuxième partie de la dissuasion, en quelque sorte. Hein? L'autre a déjà attaqué, alors qu'il n'a pas encore attaqué, mais enfin, c'est comme si c'était le cas. Bon, on a bien agi. Ce que fait Poutine, je crois, c'est vraiment de la préemption dans ce sens. Il a déjà été attaqué. Alors, il y a la dimension politique de tout ce que je dit là. Bon, peut-être que certains d'entre vous sont choqués ou veulent discuter, etc. Je me rappelle, il fut une époque où je travaillais, il n'était plus Premier ministre, avec Michel Rocard et Stéphane Hessel, etc. C'était une organisation qui s'appelait, zut, j'ai oublié son nom, enfin, bon, l'Institut ou quelque chose. Et déjà, Stéphane Hessel avait été l'ambassadeur de France auprès de l'ONU. Bon, donc il avait ses entrées à l'ONU. Et je me rappelle qu'à cette époque, je me rappelle deux choses. Bon, une chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui, mais enfin qui est quand même d'actualité. Nous disions, et j'avais fait des calculs, il va falloir réformer les régimes de retraite et allonger la durée de cotisation, etc. Nous le disions à l'époque, c'était évident. Bon, mais donc je referme cet aparté, mais nous travaillons aussi sur le fait que l'Amérique menait un jeu dangereux. Alors aujourd'hui, ce discours est considéré comme réactionnaire. Hein. À l'époque, c'était un discours de gauche. Bon, on disait l'Amérique est dangereuse parce qu'elle s'avance. Hein, les trois États baltes n'étaient pas encore, c'est pas partie de l'Union européenne ni de l'OTAN, bien sûr. La Biélorussie, bon, etc. Et même l'Ukraine. Les États-Unis étaient prêts à entourer l'Ukraine. Bon. Et Stéphane Hessel avait fait, au nom de
notre organisme, j'ai oublié son nom, vous voyez, une intervention en disant attention, attention. Alors, je ne veux pas dire que Poutine a raison d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est un acte de violence inouïe, etc. Mais on ne peut pas ignorer, et par exemple que nous, occidentaux, commencés par les États-Unis, ou disons l'OTAN, nous n'ayons pas réagi, comme je l'ai dit en passant, à la demande de Poutine que nous nous engagions, surtout les États-Unis, à ne pas profiter de l'abolition du traité INF pour placer des missiles nucléaires en Europe. Et il nous a demandé de le faire, de nous engager à dire on ne va pas placer des missiles nucléaires. Alors, bon, et on n'a pas répondu. Et comme je l'ai dit en passant, Macron était intervenu pour dire bon, là, il y a une chose qui ne va pas, c'est pas. Bon, alors c'est pour ça que j'ai conclu en disant si on veut la justice, c'est évidemment la condamnation de Poutine là est évidente. Si on veut la paix, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, je peux continuer. Je veux dire, le fait qu'on accueille les demandes de la Suède, heureusement la Turquie met des freins, et de la Finlande à entrer dans l'OTAN, même là dans l'Union européenne, justifie qu'ils peuvent de plus en plus. Je veux dire, mais c'est de la folie. Enfin, je veux dire, si on veut la paix, il ne faut surtout pas faire ces choses-là. Enfin, ou même accueillir l'Union. Alors, je ne veux pas dire du mal de l'Ukraine. Alors moi, j'ai connu l'Ukraine, hein, j'y ai été 3 fois à cause de l'accident de Tchernobyl, hein, que j'ai étudié en loin, etc. Bon, on est en Ukraine, on a l'impression d'être en Russie. Bon, c'est vrai que c'est en particulier à Kiev, bien évidemment. C'est là que la civilisation russe a commencé, je vous le rappelle, hein, au 8e, 9e siècle. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin, si on veut la paix, il faut être beaucoup plus prudent. Alors, Macron s'est sans doute mal exprimé lorsqu'il a dit, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, il ne faut pas humilier Poutine. Bon. Je crois que ce qu'il aurait dû dire, c'est le système, la paix du système mondial est tellement fragile qu'un simple saut d'humeur d'un dirigeant comme Poutine peut faire basculer le système. Donc, il faut marcher avec une prudence extraordinaire. Puis, cette prudence, nous ne l'avons pas. Ça, c'est une première chose qui est un facteur inquiétant. Et la deuxième chose que tu n'as peut-être pas assez développée, c'est que c'est sur ce fond de détérioration gravissime du droit international, etc., du droit de la guerre même, peut advenir quelque chose qui est l'enclenchement d'une machine apocalyptique. Oui, ben, tout à fait. Non, mais oui. Bien sûr. Oui. Et là, c'est le film de Kubrick. Oui, c'est effectivement. Oui, il y a. Alors, il y a un point technique important. Enfin, je ne voulais pas prendre trop de temps. J'ai certainement pris trop de temps, mais les Américains ont un élément de leur doctrine nucléaire qu'a repris d'abord l'Union soviétique et puis la Russie, s'appelle Launch on Warning. On peut traduire par on lance ses missiles dès lors qu'il y a une alerte, l'alerte d'une attaque. On n'attend pas la doctrine de la dissuasion pure, c'est on attend que les missiles ennemis tombent sur le sol et voir ce que ça fait. Pour voir ce que ça fait. Alors, l'expression anglaise, c'est to ride out. Enfin, si on peut dire, on s'accroche aux branches, là, la tempête, etc. Hein? Et puis, si vraiment l'attaque a été nucléaire, on répond. Alors, là, c'est pas une défense, c'est bien une contre-attaque. Bon. Mais le problème, c'est que, alors, ça a l'avantage d'être quasiment automatique, mais ça a aussi l'avantage, du point de vue des militaires, américains en particulier, de faire que le président, qui est en principe a le monopole de la décision, de lancer la contre-attaque, le président du pays, est court-circuité. Hein, c'est quasiment automatique. Bon. Le système décide tout seul. Oui, exactement. Bon.
Mais on se rapproche du film de Kubrick. Alors, le launch and warning alors, il suffit que l'alerte, et il y a des tas d'exemples pendant la guerre froide. McNamara, dans ses mémoires, en compte 32. Bon, que l'alerte soit une fausse alerte, il faut qu'on déclenche par sa réaction la Troisième Guerre mondiale. Bon. Quelqu'un avec qui je travaille, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, William Perry, secrétaire de la défense du président Clinton. Il est à Stanford, il est professeur à Stanford. Sur la base d'un tel incident où on est passé à ça près du déclenchement justement d'une guerre nucléaire, a dit maintenant, à partir de maintenant, il faut considérer que toute alerte, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, la considère comme une alerte. Bon, et donc on voit comment le système même tout entier, donc le système de ces décisions, de ces plans, hein, on fait ceci si telle condition ont lieu, etc. Ce système-là conduit, j'allais dire, maximise la probabilité qu'un accident déclenche l'horreur. Hein. Personne ne l'aura voulu, mais voilà. Donc il y aurait des tas de choses à changer, et on peut les changer. Par exemple, supprimer le launch and warning. Ce serait déjà une sacrée avancée. Donc tout ce que tu décris très précisément, de manière comme à ton habitude catalysante, ça c'est très, très efficace. C'est la réalité absolue du concept, la réalité, pardon, du concept de guerre absolue, qui n'est pas, comme le disait Raymond Aron, un concept qui permet de mesurer l'intensité des conflits, oui, mais qui est vraiment, au sens que René Girard a voulu retrouver dans cette différence entre la guerre totale et la guerre absolue, une réalité apocalyptique. Moi, ce que j'ai retenu, 1000 choses que j'ai retenues de l'œuvre de Girard, mais l'une en particulier, c'est le concept, au fond, même s'il n'utilise pas le mot, à ma connaissance, jamais, d'auto-extériorisation, auto-transcendance. Alors, pour lui, le mécanisme de la victimisation collective qui produit, qui fait qu'un membre de la communauté est extériorisé et divinisé, bon, complètement extériorisé, c'est un phénomène d'auto-extériorisation. Mais il n'y a pas que la victime, il y a aussi, par exemple, les armes, hein, et le système des armes, qui est doté d'une quasi-autonomie. Hein. Bon, bien. Ça va? Comment allez-vous?